One playing the Snorlax. Yo, Beanpole, you shouldn't have. It's really something. Oh, Eric, it isn't me alone. Hurricane coming! We could stay all day and Love sick girl. Moon naked. Ariel, dear. I knew it. Please. That water out in the clouds is better than
Au fond de l'océan, là où la lumière du jour se brise avant d'atteindre le sable, une jeune sirène regarde vers le haut comme si toute sa vie était suspendue au-dessus d'elle. Ariel possède un palais, une famille, des amis fidèles et un père qui règne sur les mers. Pourtant, rien de cela ne calme la question qui l'habite. Que peut-il bien exister de l'autre côté de la surface? Dans La Petite Sirène, cette question paraît d'abord enfantine. Elle devient vite dangereuse, parce qu'elle pousse une adolescente à désirer un monde dont elle ignore presque tout, puis à accepter un marché dont elle ne mesure pas le prix. Le film de 1989 raconte donc bien davantage qu'une romance avec un prince. Il raconte le moment où la curiosité, le désir d'être comprise et la volonté de choisir sa propre vie se heurtent à la peur d'un parent et à la cruauté d'une ennemie qui connaît parfaitement les failles du cœur. Réalisé par Ron Clements et John Musker, La Petite Sirène arrive à une période décisive pour les studios Disney. L'animation du studio cherche alors un nouvel élan et le film lui apporte une énergie que l'on sent dans chaque mouvement, dans chaque chanson et dans cette manière de faire avancer l'histoire par l'émotion. La musique d'Alan Menken et Howard Ashman n'est pas un simple accompagnement. Elle donne une voix aux personnages lorsqu'ils sont incapables de dire clairement ce qu'ils ressentent. Dès les premières minutes, le monde marin semble vaste, vivant, presque théâtral. Mais sous ses couleurs éclatantes, il cache déjà une tension essentielle. Ariel est née dans un royaume qui lui demande d'être heureuse à la place qui lui a été assignée, alors qu'elle veut savoir qui elle est au-delà de cette place. Le récit s'ouvre sur une grande célébration sous-marine. Le roi Triton, souverain des océans, doit assister à un spectacle organisé en son honneur par le crabe Sébastien, compositeur, surveillant et serviteur du palais. Toutes les filles du roi sont là, chacune prête à remplir son rôle devant la cour. Une seule manque à l'appel, Ariel. Cette absence est minuscule en apparence, mais elle résume déjà tout son personnage. Ariel n'est pas en retard parce qu'elle veut provoquer son père. Elle est ailleurs parce que son attention est attirée par quelque chose qu'elle juge plus important que la cérémonie. Elle nage avec Polochon, son meilleur ami, en direction d'une épave humaine dont elle veut explorer les restes. Dans cette épave, Ariel se comporte moins comme une princesse que comme une collectionneuse fascinée. Elle ramasse des objets dont elle ne connaît pas la fonction. Une fourchette devient pour elle un mystérieux outil de toilette. Une longue vue, une pipe, des bibelots et des fragments de vie terrestre rejoignent une grotte cachée où elle entasse ses trésors. La scène est drôle, mais elle évite de réduire Ariel à une enfant capricieuse. Ce qu'elle cherche dans ces objets, ce n'est pas seulement l'interdit, ce sont des preuves. Chaque chose ramenée de la surface confirme que les humains possèdent une histoire, des habitudes, des inventions, des musiques, un quotidien qui ne ressemble pas au sien. La jeune sirène veut comprendre ce monde avant même de vouloir y entrer. Pour interpréter ses découvertes, Ariel rend visite à Eureka, une mouette qui se présente comme un spécialiste des humains. Il ne l'est pas du tout. Ses explications sont absurdes, mais elles ont une valeur importante. Elle montre qu'Ariel est prête à croire presque n'importe quoi, pourvu que cela lui donne une prise sur cet univers inaccessible. Eureka appelle une fourchette un ziboulette et affirme qu'elle sert à se coiffer les cheveux. Ariel écoute avec sérieux, parce qu'elle n'a personne autour d'elle capable de répondre à ses questions sans les ridiculiser ou les interdire. Son père, lui, ne voit pas une passion à accompagner. Il voit un danger qui approche. Le roi Triton n'est pas présenté comme un tyran sans cœur. Il porte une responsabilité immense et garde en lui une douleur ancienne. La méfiance envers les humains est liée à la mort de la mère d'Ariel, même si le film ne développe pas ce passé dans son récit principal. Pour Triton, les humains sont violents, imprévisibles, capables de détruire ce qu'ils ne comprennent pas. Cette peur se transforme en règle. Les sirènes doivent rester sous la mer, loin des bateaux et des rivages. Là où Ariel rêve d'un autre horizon, son père voit une frontière qui protège les siens. Leur conflit devient touchant parce que chacun aime l'autre, mais parce qu'aucun ne sait vraiment parler dans la langue de l'autre. Pendant qu'Ariel explore les épaves, une autre force l'observe. Ursula vit loin du palais, dans une caverne sombre entourée d'algues et de créatures prisonnières. Elle a été bannie du royaume de Triton et elle nourrit contre lui une rancune méthodique. Ursula ne veut pas seulement récupérer une place à la cour.
Elle veut le pouvoir du trident, le symbole même de l'autorité royale. Pour y parvenir, elle n'attaque pas Triton de front. Elle attend une faiblesse, un enfant désobéissant, une colère mal dirigée, un désir impossible à contrôler. Elle connaît le meilleur moyen de faire tomber un roi, lui faire croire qu'il a perdu ce qui comptait le plus. Ces deux Murennes, Flotsam et Jetsam, sont chargés de surveiller Ariel. Leur rôle dépasse celui de simples espions. Ils se glissent dans son isolement, l'encouragent à considérer Ursula comme la seule personne capable de la comprendre. C'est une stratégie très précise. Ariel est entourée de proches, mais elle se sent seule dans son désir. Ursula va donc se présenter comme une alliée, une femme qui ne juge pas, qui écoute et qui offre une solution concrète. Toute l'horreur du marché à venir est déjà là. Il ne commence pas par la magie, mais par le sentiment d'être enfin entendu. La première rencontre d'Ariel avec Eric se fait lors d'une tempête. Ariel a suivi un navire jusqu'à la surface. Pour elle, c'est un moment de contemplation. Elle observe les humains danser, manger, chanter, se déplacer sur un pont qui flotte entre deux mondes. Parmi eux, le prince Eric attire aussitôt son regard. Il n'est pas présenté comme un héros invincible ou comme un souverain déjà formé. Il semble surtout différent de la cour qui l'entoure. Eric parle de voyage, de liberté, de la sensation d'être enfermé dans un destin que les autres ont préparé pour lui. Sans le savoir, il formule exactement ce qu'Ariel ressent sous la mer. Le film crée alors une rencontre avant la rencontre. Ariel ne connaît pas Eric, mais elle reconnaît chez lui une inquiétude familière. Lui aussi vit dans le confort et la sécurité, mais il se demande si cette vie suffit. Cette symétrie donne du poids à leur lien. Ariel n'est pas attirée seulement par un visage humain. Elle perçoit la possibilité d'une personne qui pourrait comprendre son envie de choisir. Quand elle entend Eric jouer de la flûte et parler à son chien Max, elle découvre une douceur qui contredit les histoires effrayantes racontées par son père. Les humains ne sont plus une idée interdite. Ils deviennent un individu précis, vulnérable et vivant. La tempête éclate brutalement. Le vent déchire les voiles, les vagues frappent le bateau, la foudre provoque un incendie. Le naufrage donne au film son premier véritable choc. Ariel, qui observait le monde humain de loin, doit soudain décider si elle risque sa vie pour sauver l'un de ses habitants. Eric tombe à la mer, inconscient. Sans hésiter, elle plonge vers lui, l'entraîne jusqu'au rivage et le dépose sur le sable. Cette action dit beaucoup plus sur Ariel que ses collections secrètes. Elle n'aime pas seulement les objets humains. Elle est prête à agir pour un humain qu'elle ne connaît presque pas. Sur la plage, Ariel chante pour Eric avant de disparaître. Sa voix est le premier lien réel entre eux. Eric se réveille juste assez pour entendre une mélodie et apercevoir une silhouette aux cheveux rouges avant que la jeune sirène retourne à la mer. Il ne sait pas qui l'a sauvée. Il sait seulement qu'il veut retrouver cette voix. Le détail est crucial, car le film ne construit pas leur relation autour d'un simple coup de foudre visuel. Pour Eric, la personne qui l'obsède est d'abord une présence sonore, une sensation de secours et de beauté au moment où il était sur le point de mourir. Pour Ariel, il est la preuve que le monde de la surface contient un lien possible. Ce sauvetage déclenche la panique chez Triton. Sébastien a reçu l'ordre de surveiller Ariel après ses escapades et il découvre trop tard qu'elle est tombée amoureuse d'un humain. Le crabe devient alors l'un des personnages les plus attachants du film parce qu'il porte deux fidélités incompatibles. Il sert le roi, mais il voit aussi à quel point Ariel est sincère. Sébastien essaie de la ramener à la raison avec une chanson qui vante les plaisirs du monde marin. Sous l'océan est un moment de spectacle éclatant, plein de rythme et de créatures marines. Pourtant, derrière sa joie, Sébastien défend une idée très simple, reste là où tu es en sécurité, car le monde que tu désires pourrait te tuer. Le problème est qu'Ariel n'entend plus cette chanson de la même façon. Elle aime la mer, elle aime Polochon, elle aime sa famille. Mais une vie agréable ne suffit pas lorsqu'elle est vécue comme une obligation. Sa réponse, partir là-bas, marque le cœur émotionnel du film. Ariel ne rêve pas d'or, de gloire ou de pouvoir. Elle rêve de marcher, de danser, de découvrir les choses par elle-même. Elle veut pouvoir parler avec les humains, apprendre leur langage et être reconnue sans devoir cacher sa curiosité. Son désir semble naïf parce qu'elle idéalise un monde qu'elle ne connaît pas. Mais sa frustration est profondément réelle. Elle veut devenir l'autrice de son propre avenir. Triton découvre bientôt la grotte d'Ariel.
C'est l'une des scènes les plus douloureuses du film, parce qu'elle repose sur une mauvaise réponse à une vraie peur. Le roi voit les statues, les tableaux, les objets humains et les traces évidentes de l'obsession de sa fille. Il comprend qu'elle est allée trop loin. Mais au lieu de lui demander ce qu'elle cherche dans ces objets ou ce qu'Eric représente pour elle, il laisse sa colère décider. Avec son trident, il détruit toute la collection. Les trésors volent en éclats sous les yeux d'Ariel, et cette violence transforme une dispute familiale en rupture. Triton pense éliminer une tentation. Il ne comprend pas qu'il vient de confirmer à Ariel qu'elle n'a plus de place où être elle-même dans son propre royaume. La grotte n'était pas seulement un lieu rempli de vieilleries. C'était le seul espace où son désir pouvait exister sans être surveillé. Lorsque le roi la détruit, Ariel se retrouve au milieu des débris, sans voix face à un père qui croit l'avoir sauvée. C'est précisément le moment qu'attendait Ursula. La colère de Triton a fait ce que ses manigances ne pouvaient pas faire seules. Elle a séparé Ariel de sa famille et l'a rendue disponible à n'importe quelle promesse de fuite. Flotsam et Jetsam apparaissent alors auprès d'elle. Ils n'ordonnent rien. Ils posent des mots doux sur sa blessure. Ils lui disent qu'il existe quelqu'un qui peut l'aider, quelqu'un qui a connu la douleur d'être rejeté. Leur manière de parler est une manipulation parfaite, car ils reprennent les sentiments d'Ariel pour les transformer en chemin vers Ursula. Ariel hésite. Elle connaît la réputation de la sorcière des mers, mais elle vient de perdre son refuge, et elle est persuadée que personne au palais ne l'écoutera. Cette hésitation est importante. Ariel ne signe pas un pacte par bêtise pure. Elle le signe parce qu'elle se sent acculée et qu'une solution impossible se présente exactement au moment où elle n'a plus d'autre issue visible. Dans l'antre d'Ursula, le film change de température. Les couleurs se ferment, les ombres prennent davantage de place, et la sorcière apparaît avec un mélange de comédie, de menace et de contrôle. Interprétée en version originale par Pat Carroll, Ursula impose sa présence dès son entrée. Elle parle comme une conseillère généreuse, mais son regard montre qu'elle a déjà calculé la fin de la conversation. Elle explique à Ariel qu'elle a aidé autrefois des êtres malheureux. Certains voulaient être plus beaux, plus minces, plus riches, plus aimés. Elle leur a offert exactement ce qu'ils demandaient. Mais les résultats, dit-elle avec un faux regret, ne dépendaient jamais d'elle. Cette présentation contient tout le poison du personnage. Ursula ne force pas les gens à vouloir. Elle se nourrit de leurs vœux, puis rédige les conditions, de façon à les piéger. Elle ne cherche pas à convaincre Ariel que le monde humain est merveilleux. Elle sait que la jeune sirène le croit déjà. Elle doit seulement faire passer son offre pour la seule chance de rejoindre Eric. 3 jours sous forme humaine, explique-t-elle. 3 jours pour recevoir le vrai baiser d'amour. Si Eric embrasse Ariel avant le coucher du soleil du 3e jour, elle restera humaine. Sinon, elle redeviendra sirène et appartiendra à Ursula. La condition la plus cruelle concerne la voix d'Ariel. Pour devenir humaine, elle doit donner à Ursula ce qu'elle possède de plus singulier. Sa voix n'est pas seulement belle. Elle a sauvé Eric, elle exprime son désir, elle est le seul indice qui permet au prince de la reconnaître. Ursula ne choisit donc pas un paiement au hasard. Elle retire à Ariel l'outil même qui pourrait lui permettre d'expliquer qui elle est. La sorcière transforme le rêve de liberté en épreuve de silence. Ariel pourra marcher vers Eric, mais elle ne pourra pas prononcer son nom, raconter son histoire ou lui dire qu'elle l'a sauvé. Polochon tente de l'empêcher d'accepter. Sébastien, lorsqu'il comprend ce qui se prépare, est horrifié. Pourtant, aucune de leurs objections n'atteint vraiment Ariel. Elle voit Eric, elle voit la surface, elle voit enfin une porte ouverte après des années à regarder le monde d'en bas. Elle signe le contrat et Ursula recueille sa voix dans une coquille magique. La chanson de la sorcière est construite comme une tentation. Elle rassure, elle rit, elle minimise le danger, puis elle exige un sacrifice irréversible. Lorsque la transformation commence, Ariel perd sa queue, gagne des jambes et remonte vers la lumière. C'est un passage de conte de fées, mais le film prend soin de montrer qu'il n'a rien d'une victoire tranquille. Ariel atteint la surface et découvre immédiatement la difficulté de son rêve. Elle ne sait pas marcher. Ses jambes, qu'elle désirait tant, ne répondent pas à ses mouvements. La terre ferme est instable, le sable la fait tomber et l'air lui-même est une nouveauté. Eureka arrive, persuadée d'avoir affaire à une jeune fille perdue.
Il la couvre de vêtements trouvés sur une corde à linge, avec cette bonne volonté maladroite qui le caractérise. La scène est légère, mais elle rappelle une vérité que la passion d'Ariel avait effacée. Vivre dans le monde humain ne consiste pas à admirer les bateaux de loin. Il faut apprendre ses règles, ses gestes, ses vêtements, ses dangers et ses silences. Eric retrouve Ariel sur la plage. Il ne sait pas qui elle est, mais il est frappé par son regard et par son incapacité à parler. Parce qu'elle semble sans famille, sans nom et sans explication, il l'accueille dans son château. Ici, le film évite une erreur fréquente des contes. Eric ne tombe pas amoureux d'elle parce qu'une magie l'y oblige. Il reste obsédé par la jeune femme qui l'a sauvé pendant la tempête, celle dont il a entendu la voix. Ariel est donc près de lui, mais elle doit gagner sa place dans son quotidien sans pouvoir révéler la vérité. Leur relation commence non par une déclaration, mais par une série de découvertes maladroites. Ce qui rend ces scènes importantes, c'est qu'Ariel ne devient pas humaine par magie au sens complet du terme. Son corps a changé, mais elle ne maîtrise ni les codes sociaux, ni les objets les plus ordinaires. Au dîner, elle utilise une fourchette pour se coiffer, fidèle aux fausses leçons de Reka. Les convives la regardent avec stupeur, tandis qu'Eric rit sans méchanceté. Plus tard, elle regarde autour d'elle avec l'émerveillement de quelqu'un qui vit enfin à l'intérieur de son rêve. Chaque détail terrestre, des rideaux au tableau, du feu de cheminée aux chevaux, devient pour elle une découverte. Cette joie est sincère, et c'est pourquoi le spectateur comprend son choix même lorsqu'il sait qu'Ursula n'attend qu'un échec. Pendant ce temps, Triton apprend la disparition d'Ariel. Sébastien lui révèle le marché conclu avec Ursula. Le roi réagit avec une fureur qui cache son désespoir. Il a cru pouvoir protéger sa fille en interdisant les humains, puis en détruisant ses trésors. Maintenant, il doit affronter l'idée que ses propres gestes l'ont poussé directement vers son ennemi. Le film ne lui donne pas encore les mots pour le reconnaître, mais cette prise de conscience prépare sa transformation. Triton possède le pouvoir de commander Homère. Il ne possède pas le pouvoir de décider ce que sa fille ressent. Et c'est cette limite qui le terrifie. Sur Terre, Sébastien reçoit une mission difficile, aider Ariel à obtenir le baiser qui rompra le sort. Le crabe était d'abord l'adversaire comique de son rêve humain. Il devient progressivement son allié, parce qu'il voit ce qu'elle risque de perdre. Il comprend aussi qu'Eric est attiré par elle. Le problème n'est pas l'absence d'émotion entre eux. Le problème est l'ombre de cette voix inconnue qui continue de hanter le prince. Ariel peut être présente, touchante, drôle, courageuse. Dès qu'Eric pense à la jeune femme du naufrage, elle se retrouve enfermée derrière le silence qu'elle a elle-même accepté. Ursula observe leur rapprochement grâce à la coquille où elle garde la voix d'Ariel. Pour la sorcière, les 2 premiers jours sont inquiétants. Ariel ne parle pas, mais Eric commence à se détacher de son souvenir idéal pour apprécier la personne qu'il a devant lui. Ils passent du temps ensemble, rient, découvrent la ville et partagent une forme de liberté qui ne dépend pas des mots. Le contrat est donc plus fragile qu'Ursula l'avait prévu. Si Eric embrasse Ariel, son plan contre Triton s'effondre. Elle doit intervenir elle-même et elle va le faire en utilisant exactement ce qu'elle a volé. Avant que la situation ne bascule, le film offre l'une de ses séquences les plus tendres, la promenade sur le lagon. Eric emmène Ariel en barque pendant que Sébastien organise autour d'eux une véritable conspiration romantique. Les grenouilles, les oiseaux et les poissons créent un décor musical où chacun semble vouloir pousser les 2 jeunes gens l'un vers l'autre. Embrasse-la joue sur l'impatience. Tous les spectateurs voient ce qu'Eric et Ariel refusent encore de formuler. Ils sont presque prêts. Leurs visages se rapprochent. Le baiser paraît inévitable. Il ne l'est pas. Flotsam et Jetsam font chavirer la barque au dernier moment. La scène fait rire par son chaos, mais elle confirme la précision du piège. Ursula n'a pas besoin de séparer Ariel et Eric définitivement. Il lui suffit de voler quelques secondes, d'entretenir le doute et de laisser le 3e jour approcher. Plus le temps passe, plus Ariel comprend que la magie n'a pas effacé les conséquences de sa décision. Elle a obtenu des jambes, mais elle n'a ni récupéré sa voix, ni trouvé une manière simple de dire la vérité. Le rêve qu'elle imaginait comme une délivrance commence à ressembler à une course contre une horloge invisible. La transformation d'Ursula en Vanessa est alors l'un des coups les plus efficaces du récit. Avec l'aide de la coquille magique,
La sorcière prend l'apparence d'une jeune femme séduisante et utilise la voix d'Ariel pour chanter près d'Éric. Le prince reconnaît immédiatement la mélodie qu'il entendait après le naufrage. Toute sa certitude revient d'un seul coup. Il est convaincu d'avoir retrouvé celle qui l'a sauvé, alors que la personne qu'il cherchait est devant lui, incapable de se défendre. Ursula ne se contente plus d'empêcher un baiser. Elle détourne l'identité même d'Ariel afin que sa vérité devienne l'arme qui la détruit. Éric décide presque aussitôt d'épouser Vanessa. Ariel voit son avenir disparaître, et cette fois son désespoir est plus profond que lorsqu'elle vivait sous l'autorité de son père. À ce moment-là, elle pensait au moins pouvoir quitter la mer. Maintenant, elle est sur terre, tout près de l'homme qu'elle aime, mais elle est réduite au silence pendant qu'une autre femme porte son visage intérieur, sa voix, son sauvetage. Le film atteint ici une idée étonnamment dure pour un grand conte familial. Quelqu'un peut vous voler la parole, raconter votre histoire à votre place et être cru parce que le monde préfère l'apparence la plus facile à comprendre. Sébastien, Polochon et Eureka refusent cependant d'abandonner. Leur alliance est improbable, entre un crabe inquiet, un poisson trouillard et une mouette confuse, mais elle fonctionne parce qu'ils connaissent Ariel mieux que personne. Ils découvrent le secret de Vanessa et tentent d'empêcher le mariage. La journée du 3e coucher de soleil devient une véritable course. Tous les personnages se dirigent vers le bateau où Éric doit épouser celle qu'il croit aimer. Ursula pense avoir verrouillé chaque issue. Elle a une identité humaine, une voix irrésistible, le prince sous son contrôle et presque plus de temps à perdre. Elle oublie pourtant un élément que les grands méchants oublient souvent. Les liens qu'elle méprise sont capables de créer du désordre. Eureka attaque Vanessa avec une énergie désordonnée, entraînant les animaux et Sébastien dans une bataille comique sur le navire. L'objectif est simple, briser la coquille qui contient la voix d'Ariel. Quand cela arrive enfin, la chanson cesse, l'enchantement se défait et Éric comprend que Vanessa l'a trompé. Ariel récupère sa voix. Pour la première fois depuis son arrivée sur Terre, elle peut appeler Éric et lui révéler son identité. Leur rencontre se transforme immédiatement. Éric reconnaît la jeune femme qui l'a sauvée pendant la tempête. Ariel reconnaît l'homme qu'elle a aimé sans pouvoir lui expliquer pourquoi. Ils se rapprochent pour le baiser tant attendu. Mais Ursula a calculé jusqu'au dernier instant. Le soleil se couche avant qu'ils puissent s'embrasser. Ariel redevient sirène et la sorcière l'entraîne vers la mer. Ce retournement est essentiel parce qu'il refuse la facilité. Ariel a récupéré sa voix, Éric a découvert la vérité, leurs sentiments sont confirmés et pourtant le contrat l'emporte. Le film rappelle que les bonnes intentions ne suffisent pas toujours à annuler une erreur. Ariel doit maintenant affronter les conséquences de son choix, tandis qu'Éric est laissé impuissant sur un bateau, séparé d'elle par un monde qu'il ne maîtrise pas. Ursula ramène Ariel dans son antre et célèbre sa victoire. Elle a enfin obtenu ce qu'elle voulait vraiment. Un moyen de forcer Triton à venir. Le roi arrive pour sauver sa fille, sans armée, sans stratégie et sans autre priorité que sa survie. C'est là que la sorcière lui révèle la brutalité de son plan. Ariel peut être libérée, mais uniquement si Triton prend sa place. Il accepte. Le geste est immédiat. Lui qui a tenté de contrôler le destin de sa fille accepte de perdre son propre corps et son propre pouvoir pour qu'elle vive. Cette décision ne répare pas ce qu'il a fait, mais elle prouve que son amour n'a jamais été un mensonge. Ursula transforme Triton en l'une des créatures prisonnières de son jardin. Elle s'empare du trident et de la couronne, les symboles par lesquels le roi commandait autrefois aux mers. La victoire semble complète. Ariel est enchaînée, son père est réduit à une silhouette impuissante et la sorcière peut enfin imposer son règne. Pourtant, le pouvoir ne calme pas Ursula. Il amplifie son arrogance. Elle ne veut pas seulement gouverner. Elle veut que tout le monde reconnaisse qu'elle a vaincu Triton, qu'elle est devenue plus grande que le royaume qui l'a rejetée. C'est ce besoin de domination spectaculaire qui va créer sa faille. Éric, de son côté, refuse de rester sur la rive. Il prend un bateau et se jette dans la tempête déclenchée par Ursula. Ce choix est important parce qu'il achève de faire de lui autre chose qu'un prince à sauver. Pendant une grande partie du film, Éric est l'objet du rêve d'Ariel, puis la victime du sort de Vanessa. Dans le final, il agit. Il ne comprend pas toute la magie qui l'entoure, mais il comprend qu'Ariel est en danger. Sa bravoure ne repose pas sur un pouvoir surnaturel.
Elle repose sur sa décision de naviguer vers une créature gigantesque alors que tout autour de lui s'effondre. Ursula grandit jusqu'à devenir une présence colossale au milieu d'une mer Noire. Le film utilise alors la mythologie du conte pour donner à son final une ampleur presque cauchemardesque. La sorcière commande les vagues, soulève des épaves et provoque un tourbillon qui engloutit Eric. Ariel, elle, se retrouve face à une ennemie devenue trop puissante pour être combattue de façon directe. Mais la scène ne consiste pas à faire d'elle une guerrière invincible. Ariel lutte pour survivre, pour échapper aux bras de la sorcière, pour garder Eric en vie et pour ne pas laisser la mort de son père devenir inutile. Le combat se résout grâce à Eric. Il remonte à bord d'une épave, utilise la violence de la tempête contre Ursula et dirige la proue brisée vers elle. Le navire transperce la sorcière au moment où elle s'apprête à frapper Ariel. La victoire est soudaine, mais elle a été préparée par le film. Ursula a toujours cru que les autres ne pouvaient être que des pions. Elle ne prévoit pas qu'un humain, une sirène, un crabe, un poisson, une mouette et un père brisé puissent tous agir hors de son contrôle. Lorsqu'elle disparaît, le trident tombe et les créatures prisonnières retrouvent leur forme. Triton redevient roi, mais le retour à l'ordre n'efface pas le chemin parcouru. Ariel est redevenue sirène. Eric est vivant, sur un bateau, et les deux amoureux appartiennent toujours à des mondes différents. C'est là que Triton doit enfin prendre la décision qu'il refusait au début. Il observe sa fille regarder Eric depuis l'eau. Il comprend que la séparer de la surface ne la rendra pas heureuse, même s'il a le pouvoir de le faire. Sa véritable épreuve n'était donc pas de vaincre Ursula. Elle était d'accepter qu'aimer Ariel signifie lui laisser une liberté qui l'effraie. Le roi utilise son trident pour transformer Ariel en humaine, cette fois sans contrat, sans dette et sans silence imposé. Le geste est bouleversant parce qu'il inverse complètement la scène avec Ursula. Ariel avait abandonné sa voix pour obtenir des jambes. Ici, son père lui donne des jambes sans lui prendre ce qu'elle est. La magie de Triton devient une bénédiction au lieu d'un piège. Il ne cède pas parce qu'il a perdu son autorité. Il change parce qu'il a compris que l'autorité ne doit pas étouffer la personne qu'elle prétend protéger. La dernière image rassemble les deux mondes. Ariel épouse Eric sur un navire, tandis que Triton, ses filles, Sébastien et les habitants de la mer assistent à la cérémonie depuis l'eau. Le film ne prétend pas que toutes les différences ont disparu. La mer reste la mer, la terre reste la terre. Mais le conflit cesse d'être une prison. Ariel peut aimer son père sans renoncer à la surface. Triton peut rester roi sans exiger que sa fille répète sa vie. Eric peut accueillir un monde qu'il ne connaissait pas. Cette réconciliation donne à la fin une force particulière. Ce n'est pas une victoire obtenue parce que Ariel a fui sa famille. C'est une victoire obtenue parce que chacun a dû changer sa manière d'aimer. L'impact de la petite sirène dépasse largement le récit d'Ariel et Eric. Le film est souvent considéré comme le point de départ de la renaissance de l'animation Disney à la fin des années 1980. Son succès public et critique a redonné au studio une confiance nouvelle dans le long-métrage musical animé. Les chansons d'Alan Menken et Howard Ashman ont joué un rôle majeur dans cette réception. Sous l'océan et Embrasse-la ont reçu des Oscars, tandis que la partition a aussi été récompensée. Ces distinctions ne sont pas de simples décorations. Elles reconnaissent que la musique du film est intégrée à sa narration avec une précision rare. Chaque chanson fait évoluer un désir, une peur ou une décision. Le travail vocal contribue lui aussi à la mémoire du film. Jodie Benson donne à Ariel une voix capable d'être enthousiaste sans devenir superficielle. Samuel E. Wright apporte à Sébastien une autorité comique et une chaleur qui rendent ses avertissements plus touchants. Pat Carroll fait d'Ursula une méchante inoubliable, drôle parce qu'elle est sûre d'elle, terrifiante parce qu'elle sait attendre le bon moment. Christopher Daniel Barnes prête à Eric une sincérité qui évite au prince de n'être qu'une récompense placée au bout du chemin. Même les personnages secondaires de Polochon à Eureka existent grâce à une personnalité claire plutôt qu'à une simple fonction de comédie. La petite sirène reprend le conte de Hans Christian Andersen, mais le transforme profondément. Le conte original est plus sombre, plus mélancolique, et beaucoup moins conciliant envers le désir de la sirène d'entrer dans le monde humain. Le film Disney choisit une autre direction. Il garde l'idée du sacrifice de la voix,
de la métamorphose et d'un amour entre deux univers, puis construit un récit où la liberté d'Ariel peut trouver une réponse heureuse. Cette adaptation explique aussi pourquoi le film a suscité tant de discussions. Certains y voient une histoire d'émancipation, d'autres remarquent qu'Ariel abandonne beaucoup pour rejoindre un homme qu'elle connaît à peine. Ces deux lectures ne s'excluent pas complètement. Ariel prend une décision risquée pour Eric, c'est vrai. Mais Eric est aussi le visage concret d'un rêve qui la précédait. Avant de le rencontrer, elle collectionnait déjà les objets humains et cherchait déjà à comprendre la surface. Son désir ne naît pas sur la plage. La rencontre avec Eric lui donne une direction émotionnelle et rend la frontière plus difficile à accepter. Le film ne dit pas qu'il faut changer de vie pour une personne rencontrée un soir. Il montre plutôt comment un désir longtemps réprimé peut devenir incontrôlable lorsqu'il rencontre enfin une occasion de se réaliser. C'est pour cela que la colère de Triton et la manipulation d'Ursula comptent autant que la romance. Ursula, justement, reste l'une des adversaires les plus marquantes de l'animation Disney parce qu'elle comprend le pouvoir des contrats. Elle n'impose jamais son mal par la seule force. Elle laisse les autres croire qu'ils décident librement, puis elle transforme leurs souhaits en pièges. Son discours sur les pauvres âmes en perdition est mémorable parce qu'il contient une vérité déformée. Oui, Ariel souffre. Oui, le palais ne l'écoute pas. Oui, le monde de Triton lui semble étroit. Mais la solution d'Ursula exige qu'elle renonce à la parole, à la prudence et à la possibilité d'être reconnue comme elle-même. La sorcière offre une sortie, mais seulement en échange de la capacité d'en choisir une autre. Le film est aussi remarquablement attentif aux espaces. Le palais de Triton est lumineux, organisé, cérémoniel. La grotte d'Ariel est secrète, désordonnée, intime. L'antre d'Ursula est vaste mais étouffant, rempli de traces de ceux qui ont perdu. Le château d'Eric est ouvert, terrestre, traversé par la lumière et les déplacements. Ces lieux racontent l'évolution d'Ariel avant même qu'elle parle. Elle commence dans un monde où tout est déjà défini. Elle se réfugie dans une cachette pour inventer son propre imaginaire. Elle passe ensuite par une prison déguisée en promesse, puis atteint un espace où elle doit apprendre à exister autrement. Le décor devient une carte de ses choix. L'animation, elle aussi, fait de l'eau un langage. Sous la mer, les cheveux d'Ariel, les voiles, les algues et les poissons ne cessent de bouger. Rien n'est immobile, même dans les scènes calmes. Cette fluidité donne au royaume marin une beauté qui rend crédible l'inquiétude de Sébastien. Pourquoi vouloir quitter un univers aussi riche ? Mais le film ne traite jamais cette beauté comme une réponse définitive. Ariel peut aimer la mer et vouloir voir le ciel. La richesse d'un lieu ne garantit pas qu'il corresponde à la personne qui y vit. C'est une nuance simple, mais elle donne au récit une maturité qui explique sa durée dans la mémoire collective. Quand le générique arrive, l'histoire laisse donc une image plus complexe que celle d'une princesse récompensée par un mariage. Ariel a appris que les rêves ont un coût, que l'indépendance sans lucidité peut ouvrir la porte aux manipulateurs et que l'amour ne devient solide que lorsqu'il repose sur la vérité. Triton a appris que protéger n'est pas posséder. Eric a appris que l'image qu'il poursuivait n'était pas aussi importante que la personne réelle devant lui. Même Sébastien comprend que la prudence ne doit pas devenir une cage. Chacun commence le film enfermé dans une idée fixe, puis doit regarder plus loin que cette idée. Voilà pourquoi La Petite Sirène continue de toucher des générations très différentes. Les enfants y voient un monde marin splendide, des chansons entraînantes et une aventure claire. Les adultes y retrouvent les conflits de l'adolescence, la peur de perdre un enfant, le danger des promesses trop parfaites et la difficulté de laisser quelqu'un grandir loin de soi. Le film ne demande pas au public de choisir définitivement entre la mer et la terre. Il demande plutôt ce que l'on est prêt à perdre pour devenir soi-même et surtout qui, autour de nous, saura nous laisser trouver cette réponse sans nous arracher notre voix. Cette dernière idée mérite de rester un instant avec nous parce qu'elle éclaire presque chaque scène du film. La voix d'Ariel est au centre de l'intrigue, mais elle n'est pas seulement un pouvoir magique. Elle représente sa façon d'exister devant les autres. Au début, Ariel parle beaucoup. Elle interroge Eureka, elle débat avec Sébastien, elle chante ses frustrations dans sa grotte. Sa parole est parfois maladroite, parfois impatiente, mais elle est bien à elle. Quand Ursula la lui prend, Ariel entre dans le monde qu'elle désirait sans pouvoir s'y présenter.
Elle peut voir Eric, sourire, toucher les objets humains, mais elle ne peut pas raconter ce qui l'a conduite là. Cette absence transforme un conte romantique en histoire sur l'identité. La mise en scène comprend très bien ce paradoxe. Dès qu'Ariel est humaine, son visage doit porter une partie du récit que sa voix ne peut plus exprimer. L'animation s'appuie sur ses regards, ses hésitations, son enthousiasme immédiat devant une porte ou un repas, puis sa tristesse lorsqu'Eric évoque la femme mystérieuse du naufrage. Le film ne demande pas au spectateur d'oublier son silence. Il lui rappelle au contraire, de manière douce mais constante, que chaque moment de bonheur est menacé par ce qu'Ariel ne peut pas dire. On comprend alors pourquoi le retour de sa voix, juste avant le coucher du soleil, est plus qu'un retournement de scénario. C'est la restauration de sa personne entière. Ce choix rend également Eric plus intéressant qu'il n'en a l'air. Beaucoup de contes font du prince une figure idéale à atteindre, puis s'arrêtent là. Eric, lui, est prisonnier d'une image sonore. Il cherche une femme qu'il ne connaît pratiquement pas, parce que sa voix est liée au souvenir d'un sauvetage. Ariel est déjà près de lui, mais il ne peut pas faire le lien. Il y a quelque chose de volontairement ironique dans cette situation. Le prince croit poursuivre une vérité profonde, alors qu'il poursuit une impression incomplète. Sa progression consiste à découvrir que la personne réelle, avec ses gestes étranges, son humour silencieux et son regard émerveillé, peut compter davantage qu'un souvenir parfait. Le choix de faire d'Eric un homme attiré par les voyages est donc loin d'être décoratif. Avant même de connaître Ariel, il résiste à l'idée d'un mariage arrangé et d'une vie trop prévisible. Son conseiller Grimsby voudrait le voir prendre ses responsabilités, trouver une épouse et entrer dans le rôle attendu d'un futur souverain. Eric ne rejette pas nécessairement le devoir, mais il refuse d'être réduit à ce devoir. Cette résistance le rapproche d'Ariel. Tous deux vivent dans des palais, entourés de gens qui les aiment et qui préparent leur avenir. Tous deux regardent au loin. Le film ne les unit pas uniquement parce qu'ils sont beaux ou jeunes. Il les unit parce que chacun reconnaît chez l'autre une envie d'espace. Il faut pourtant reconnaître ce que le récit simplifie. Ariel prend une décision immense après avoir rencontré Eric très brièvement. Elle sait peu de choses de lui, et son projet de devenir humaine dépend d'un baiser obtenu dans un délai absurde. Dans le monde réel, une promesse aussi rapide serait un signal d'alarme. Le film ne demande pas au public de l'imiter. Sa force vient justement de la tension entre l'élan romantique et le danger qui l'entoure. Ariel a raison de vouloir choisir son avenir, mais elle a tort de confier cette liberté à Ursula. Elle confond une aspiration légitime avec la première porte qui s'ouvre devant elle. Ce n'est pas la liberté qui la met en péril. C'est l'urgence avec laquelle elle accepte de la négocier. Cette différence est essentielle lorsque l'on relit le film aujourd'hui. Une interprétation trop simple ferait d'Ariel une héroïne passive, définie par Eric. Une autre, tout aussi simple, ferait d'elle une rebelle toujours irréprochable. Le film est plus vivant que ces deux caricatures. Ariel a de l'initiative. C'est elle qui explore, qui sauve Eric, qui choisit de quitter la mer, qui tente de récupérer sa voix et qui lutte contre Ursula. Mais elle est aussi jeune, idéaliste et vulnérable à ceux qui savent exploiter son isolement. Cette vulnérabilité ne retire rien à son désir de liberté. Elle montre que grandir consiste aussi à distinguer une possibilité d'émancipation d'un marché conçu pour vous rendre dépendant. Triton suit un chemin comparable. Au premier regard, sa réaction à la passion d'Ariel semble excessive et elle l'est. Il commande au maire, mais il répond à une collection d'objets par une démonstration de force qui détruit toute confiance. Son tride lui donne la capacité de casser, de punir et de faire taire. Il l'utilise d'abord comme si la puissance pouvait résoudre ce qu'il ne comprend pas. Pourtant, le film ne le laisse pas dans cette posture. Lorsque Triton accepte de prendre la place d'Ariel, il reconnaît par son geste que l'amour ne l'autorise pas à lui imposer une vie. À la fin, sa magie sert à donner et non à retirer. C'est un arc très clair, mais il fonctionne parce que le film a montré le coût de son erreur. Sébastien est souvent vu comme le simple moteur comique du film, alors qu'il incarne une tension plus subtile. Il connaît les règles du palais et les dangers de la surface. Ses avertissements ne sont pas absurdes. Il a raison de craindre Ursula et il a raison de rappeler qu'Ariel ne comprend pas les humains. Mais il apprend que sa loyauté envers Triton ne peut pas se limiter à répéter les interdictions du roi. Il doit aussi voir la souffrance d'Ariel.
l'aider quand le contrat devient une menace, puis dire la vérité à Triton malgré le risque de sa colère. Le crabe passe ainsi du rôle de gardien à celui de médiateur. Son évolution est discrète, mais elle permet au film de ne pas réduire les adultes prudents à des obstacles. Polochon remplit une autre fonction. Il n'est ni courageux ni très sûr de lui. Lorsqu'Ariel veut aller voir le requin dans l'épave, il voudrait clairement faire demi-tour. Lorsqu'Ursula l'entraîne dans sa caverne, il se retrouve lui aussi démuni. Mais Polochon reste présent. Son amitié n'est pas héroïque parce qu'elle ne connaît pas la peur. Elle est héroïque parce qu'elle agit malgré la peur. Dans un film où Ariel est poussée par un rêve gigantesque, Polochon rappelle la valeur de celui qui reste à vos côtés même lorsqu'il ne comprend pas complètement votre décision. Il ne peut pas choisir à la place d'Ariel. Il peut toutefois refuser de la laisser seule. Eureka paraît encore plus léger, avec ses erreurs sur le monde humain et ses idées extravagantes. Pourtant, il est l'un des rares personnages à accueillir Ariel sans lui demander d'expliquer immédiatement ce qu'elle est. À la surface, alors qu'elle vient de perdre sa voix et ne sait pas marcher, il lui donne des vêtements, un nom de substitution et une forme de protection. Sa vision des humains est fausse, mais son instinct affectif est juste. C'est lui qui finit par déclencher le chaos du mariage de Vanessa, parce qu'il comprend que quelque chose cloche et qu'il agit sans attendre un plan parfait. Dans une histoire de contrat, de trident et de grand pouvoir, cette mouette apporte une idée simple. L'aide peut venir de quelqu'un qui ne maîtrise pas les règles, mais qui voit l'urgence. Le film doit beaucoup à sa capacité de changer de registre sans perdre son fil. Une minute, nous sommes dans une épave inquiétante avec un requin. La suivante, nous écoutons Eureka expliquer une fourchette avec le sérieux d'un professeur parfaitement incompétent. Puis le récit bascule vers le naufrage, la destruction de la grotte ou la séquence sombre d'Ursula. Cette variété n'est pas gratuite. Elle épouse le point de vue d'Ariel, qui passe sans cesse de l'émerveillement au danger. Pour elle, le monde n'est jamais stable. Une découverte peut cacher une menace. Un parent aimant peut devenir brutal. Une promesse de liberté peut se révéler un piège. Les changements de ton font ressentir cette incertitude plutôt que de la décrire seulement. La chanson « Sous l'océan » illustre parfaitement cette richesse. À première écoute, c'est un numéro joyeux qui célèbre les instruments marins, les poissons et le plaisir de vivre loin des filets humains. La séquence est si inventive qu'elle pourrait presque convaincre le public que Sébastien a gagné le débat. Les couleurs, les mouvements et les jeux de rythme rendent le royaume marin irrésistible. Mais la chanson est aussi une réponse défensive. Sébastien essaie de convaincre Ariel avec les raisons qui le rassurent lui-même. Il parle des dangers de la terre, de la cuisson, des hameçons, de tout ce qui menace les poissons. Il ne répond pas réellement aux besoins d'Ariel de comprendre les humains. Il lui propose du bonheur à condition qu'elle renonce à la question. Partir là-bas prend alors un sens presque opposé. Ariel ne chante pas entourée d'une foule qui l'encourage. Elle est seule dans sa grotte, avec ses objets, face à la statue d'Éric. La mise en scène ralentit, les couleurs deviennent plus douces et le film laisse enfin toute la place à son manque. La chanson est célèbre parce qu'elle exprime un désir immédiatement reconnaissable. Vivre quelque part où l'on peut se tenir debout, parler librement, être vu sans jouer un rôle. Mais elle reste marquée par l'idéalisation. Ariel imagine les humains comme des êtres qui ne réprimandent pas leurs enfants et qui comprennent naturellement les rêves. Nous savons qu'elle se trompe. Cette erreur ne rend pas son émotion moins belle. Elle la rend plus humaine. Le numéro d'Ursula, Pauvres âmes en perdition, est construit comme le miroir malveillant de cette chanson. Ariel y formule un vœu et Ursula prétend lui donner la forme nécessaire pour le réaliser. Tout est séduisant, la sorcière parle vite, plaisante, se présente comme une experte des cœurs malheureux, puis rend les conditions du contrat presque secondaires. Le spectateur, lui, entend le danger à chaque phrase. La scène est particulièrement efficace parce qu'Ursula n'a pas besoin de mentir sur tout. Elle admet qu'Ariel est attirée par le prince. Elle admet qu'elle veut des jambes. Elle souligne même, avec une cruauté amusée, que les hommes aiment les femmes silencieuses. Son mensonge consiste à faire croire que le silence peut être une force pour Ariel, alors qu'il sert uniquement son plan. La musique contribue également à donner à Ursula une présence d'adulte dans un univers dominé par les rêves d'adolescents.
Ses phrases sont plus lourdes, plus théâtrales, moins aériennes que celles d'Ariel. Là où la jeune sirène chante l'ouverture et l'élan, Ursula chante le prix, la dette, la punition. Elle traite le désir comme une marchandise. C'est pourquoi sa défaite finale reste satisfaisante même si elle est rapide. Tout au long du film, elle a fait croire qu'elle pouvait contrôler les émotions comme des clauses écrites dans un contrat. Le final lui rappelle que l'amour, la loyauté et le courage produisent parfois des décisions impossibles à comptabiliser. Le choix de situer l'action dans une ambiance inspirée des Caraïbes apporte aussi une couleur particulière au récit. Il ne s'agit pas de construire un portrait historique précis d'un royaume identifiable, et le film fonctionne volontairement comme un conte hors du temps. Mais la chaleur de la lumière, l'architecture du château, le bateau d'Éric et les rythmes de Sébastien créent une atmosphère maritime qui éloigne l'histoire de l'Europe froide, souvent associée aux récits de princes et de princesses. Cette chaleur rend la surface attirante pour Ariel et la mer plus musicale. Elle donne aussi à Sébastien un espace culturel et sonore distinct, sans faire de lui un simple accessoire exotique. Visuellement, La Petite Sirène se situe à un moment de transition pour l'animation Disney. Le film combine le dessin traditionnel, l'animation sur celluloïd et des procédés nouveaux utilisés pour certains décors et mouvements de caméra. La scène d'ouverture qui suit le navire, puis les plongées vers le royaume sous-marin, donne une impression d'ampleur qui était importante pour le studio. Cette ambition technique n'est jamais exhibée comme une démonstration. Elle soutient une idée très simple. Pour croire à l'envie d'Ariel de voyager entre deux mondes, le public doit sentir que ces mondes ont réellement une profondeur, une matière et des règles propres. Les artistes chargés des personnages ont fait un travail tout aussi déterminant. Ariel devait être expressive, jeune, curieuse, mais pas fragile au point de disparaître derrière Éric ou derrière les gags. Ses cheveux rouges, constamment en mouvement dans l'eau, sont devenus l'un des signes visuels les plus reconnaissables du film. Ils ont aussi une fonction émotionnelle. Sous la mer, il flotte librement autour d'elle. À la surface, il tombe sur ses épaules et la rend immédiatement plus vulnérable, plus proche d'une jeune femme réelle. Ce détail de mouvement suffit à faire sentir que sa transformation n'est pas une simple modification de silhouette. Son corps doit apprendre un nouveau rapport à la gravité. Ursula, à l'inverse, est dessinée pour occuper l'espace. Ses tentacules lui permettent de se déplacer avec une ampleur presque scénique, comme si chaque geste était déjà une entrée en scène. Son visage peut passer en une seconde du sourire à la menace. Son énorme présence contraste avec la petite taille d'Ariel, mais le film évite de traiter cette différence comme une simple opposition esthétique. Ursula est gigantesque avant même le final parce que son pouvoir vient de la manière dont elle remplit l'attention de ceux qui l'écoutent. Elle entre dans la faiblesse des autres, la gonfle et finit par la rendre plus grande qu'eux. Lorsqu'elle devient physiquement immense, l'image ne fait que rendre visible ce qu'elle exerçait depuis le début. La relation entre Ariel et son père gagne aussi en force grâce au contraste des mouvements. Triton est souvent droit, majestueux, entouré d'une cour qui attend ses ordres. Ariel flotte, tourne, s'échappe du cadre et regarde ailleurs. Quand il se dispute dans la grotte, lui occupe l'espace avec le trident, tandis qu'elle est coincée parmi ses trésors. Le conflit est déjà écrit dans leur façon d'apparaître à l'écran. Triton cherche à fixer, Ariel cherche à se déplacer. La résolution finale n'arrive donc pas lorsque l'un vainque l'autre, mais lorsque Triton accepte de laisser le mouvement d'Ariel continuer au-delà de son royaume. On oublie parfois que le film commence par une absence. Ariel n'est pas présente au concert prévu par ses sœurs. Cette décision d'ouverture est très efficace, parce qu'elle ne présente pas d'abord la princesse par ses qualités officielles. Le film nous la fait découvrir en train de désobéir, de fouiller, de poser des questions et d'exister hors du regard du pouvoir. Le roi la cherche presque avant que le public la connaisse. Cela place immédiatement la relation père-fille sous le signe de la surveillance. Ariel n'est pas seulement une jeune fille qui a des rêves, elle est une jeune fille dont les rêves deviennent un problème politique dans un royaume où le souverain est aussi son père. Les sœurs d'Ariel restent peu développées, mais leur fonction est révélatrice. Elles chantent en groupe, arrivent à l'heure et incarnent l'harmonie attendue par la cour. Ariel, elle, est la note qui manque.
Le film ne suggère pas que les autres sœurs sont malheureuses ou fausses. Elles peuvent très bien aimer leur vie sous l'eau. L'important est qu'Ariel ne leur ressemble pas. Une famille peut être aimante sans pouvoir offrir la même réponse à chacun de ses enfants. Triton met du temps à accepter cette évidence parce qu'il confond l'unité de son royaume avec l'uniformité du bonheur de ses filles. Le récit est également très précis dans son utilisation du temps. Le contrat d'Ursula donne 3 jours à Ariel, et ce compte à rebours empêche l'histoire humaine de devenir une simple série de rendez-vous romantiques. Chaque jour offre une nouvelle chance, puis une nouvelle complication. Le premier jour permet la découverte. Le deuxième crée l'intimité. Le troisième apporte la contrefaçon de Vanessa et le mariage imminent. Cette construction donne au film un rythme clair, sans obliger les personnages à répéter leurs sentiments. Ariel ne doit pas constamment dire qu'elle aime Eric. L'approche du coucher du soleil et les interventions d'Ursula suffisent à faire sentir la pression. Le troisième jour est particulièrement cruel parce que tout semble enfin pouvoir s'arranger. Eric se rapproche d'Ariel. La barque prépare le baiser. Sébastien croit avoir réussi à organiser les circonstances parfaites. Puis Vanessa arrive, et le film révèle que le problème n'était pas seulement l'absence de temps. Ursula détient une version déformée de la vérité. Dans beaucoup de contes, le héros doit trouver un objet perdu ou vaincre une créature. Ici, les personnages doivent récupérer une voix volée, c'est-à-dire la preuve intime de qui est Ariel. Cette idée donne au conflit une modernité étonnante. Le danger n'est pas uniquement d'être emprisonné, c'est d'être remplacé par quelqu'un qui utilise vos propres signes pour raconter un mensonge. Vanessa est d'ailleurs une apparition brève mais redoutable. Elle n'a pas besoin d'un long développement parce qu'elle est l'arme idéale d'Ursula. Elle ressemble à la promesse qu'Eric cherche. Elle possède la voix qu'il reconnaît. Elle arrive au moment précis où Ariel n'a aucun moyen de se défendre. Le film ne fait pas d'elle une rivale amoureuse ordinaire. Vanessa n'a pas de désir propre dans l'histoire. Elle est une fausse identité, un masque construit pour exploiter le souvenir d'Eric. C'est pourquoi sa disparition au moment où la coquille se brise est si satisfaisante. La magie n'est pas seulement annulée, la place qu'elle occupait dans le récit se révèle vide. Cette scène permet aussi au film de rendre Eric responsable d'une erreur sans le rendre méprisable. Il croit Vanessa parce qu'il est profondément attaché à la jeune femme qui l'a sauvée. Son problème est qu'il se fie à une seule preuve, la voix, sans reconnaître ce qui s'est construit avec Ariel au quotidien. Quand l'enchantement se rompt, il ne lui faut pas un long discours pour comprendre. Il reconnaît immédiatement la vérité parce que la relation avec Ariel existait déjà. Le récit suggère ainsi que l'amour ne peut pas dépendre seulement d'une image parfaite ou d'un signe spectaculaire. Il doit aussi savoir voir la personne qui est là. La scène du mariage ne résout pourtant rien de manière magique. La voix revient, Eric retrouve Ariel, mais le soleil se couche. Ce retard de quelques secondes peut paraître cruel, et il l'est volontairement. Il force le film à sortir de la logique du baiser qui règle tout. Les deux jeunes gens savent enfin ce qu'ils ressentent, mais ils doivent encore affronter Ursula, Triton et les conséquences du contrat. Cela donne au final une maturité supplémentaire. La reconnaissance amoureuse n'est pas la fin de l'histoire. Elle devient la raison pour laquelle ils se battent encore. Le combat final est souvent retenu pour ces images spectaculaires. Ursula géante, les vagues, les navires sortis des profondeurs, l'éclair et le tourbillon. Mais sa vraie force vient de ce qu'il met en jeu. Ariel ne cherche plus seulement à gagner Eric. Elle veut sauver son père, récupérer sa vie et empêcher Ursula de régner sur tous ceux qu'elle a enfermés. Triton, lui, n'est plus un roi qui donne des ordres depuis son palais. Il est un père réduit à l'impuissance par son propre sacrifice. Eric n'est plus l'homme idéalisé de la statue. Il doit prouver son courage au milieu d'un monde dont il ignore les règles. Chaque personnage arrive au final avec une définition plus réelle de lui-même. La mort d'Ursula par la proue d'un navire est aussi une résolution visuelle très cohérente. Depuis le début, les bateaux représentent pour Ariel la beauté et le danger de la surface. Le naufrage a permis sa rencontre avec Eric. Les humains ont été la source de la peur de Triton. Dans le final, une épave humaine devient l'instrument qui met fin au règne de la sorcière. Aucun monde ne sauve l'autre à lui seul. La mer, la terre, la magie et le courage d'Eric se combinent.
Cette alliance prépare la dernière réconciliation où l'avenir d'Ariel ne demande plus qu'elle efface l'un de ces deux mondes. La conclusion du film choisit une célébration publique. Ariel et Eric ne se marient pas dans le secret d'une fuite. Triton est là, les sirènes sont là, le navire est entouré de lumière. Ce choix répond directement à la honte et au silence qui avaient dominé le milieu de l'histoire. Ariel avait dû cacher ses objets, cacher son amour, puis vivre sans voix. À la fin, elle n'est plus cachée. Son père la voit telle qu'elle est et accepte son choix devant tous. Le mariage devient donc moins une récompense romantique qu'une reconnaissance. Ariel n'a plus besoin de construire une grotte pour protéger ce qui lui tient à cœur. Le succès du film a eu des effets très concrets sur la suite de l'animation Disney. Après plusieurs années difficiles, le studio a retrouvé avec La Petite Sirène un modèle de comédie musicale animée capable de parler simultanément aux enfants, aux familles et aux amateurs de cinéma musical. La Belle et la Bête, Aladdin et le Roi Lion viendront ensuite confirmer cet élan au début des années 1990. Il serait injuste de réduire cette période à une formule, car chaque film possède son univers. Mais La Petite Sirène a montré qu'un conte pouvait associer chansons mémorables, personnages expressifs, émotions claires et ambitions visuelles sans se contenter de répéter les anciennes recettes du studio. Howard Ashman a joué un rôle décisif dans ce renouveau par son approche du récit musical. Avec Alan Menken, il ne conçoit pas les chansons comme des interruptions. Elles révèlent ce que les personnages veulent, ce qu'ils craignent ou ce qu'ils cachent. Partir là-bas explique Ariel plus efficacement que plusieurs pages de dialogue. Sous l'océan met en scène la logique de Sébastien. Pauvres âmes en perdition expose le mode opératoire d'Ursula. Embrasse-la fait monter l'attente du public tout en empêchant les personnages de franchir le pas. Cette efficacité narrative explique pourquoi ces morceaux restent associés à des moments précis du film et pas seulement à des mélodies que l'on écoute séparément. Les récompenses aux Oscars pour la musique et les chansons soulignent cette réussite, mais elles ne suffisent pas à expliquer la durée du film. Les œuvres qui restent ne restent pas seulement parce qu'elles ont gagné des prix. Elles restent parce qu'elles offrent plusieurs portes d'entrée. On peut revenir à La Petite Sirène pour les couleurs sous-marines, pour Ursula, pour la relation entre Ariel et Triton, pour les chansons, pour la nostalgie d'une époque d'animation, ou pour cette sensation très personnelle de vouloir aller quelque part où personne autour de soi ne comprend encore pourquoi. Le film survit à ses propres modes parce qu'il touche à une expérience qui ne vieillit pas. Il faut également noter la manière dont le récit traite la peur des humains. Triton n'a pas tort de les considérer comme dangereux. Le naufrage et la violence de la tempête rappellent que la surface n'est pas un parc d'attractions. Les filets, les hameçons et les cuisines évoqués par Sébastien ne sont pas imaginaires. Pourtant, Triton généralise cette peur jusqu'à rendre impossible toute rencontre. Eric démontre qu'un humain peut être généreux, courageux et curieux. Ariel démontre qu'une sirène peut aimer son peuple tout en désirant autre chose. La résolution ne vient pas d'un discours affirmant que les humains sont parfaits. Elle vient de l'acceptation qu'une peur héritée ne doit pas définir à jamais la vie de ceux qui viennent après. Cette dimension familiale est sans doute la raison pour laquelle le film parle si fortement aux adultes. Regarder Ariel, ce n'est pas seulement se souvenir de l'envie de partir. C'est aussi comprendre la panique de Triton. Il voit sa fille se rapprocher d'un monde où elle pourrait souffrir, être blessée ou disparaître. Son erreur n'est pas d'avoir peur. Son erreur est de transformer cette peur en destruction et en interdiction absolue. La scène de la grotte fait mal parce qu'elle montre le moment exact où un parent, persuadé de protéger, efface ce qui compte pour son enfant. Le pardon final n'a de valeur que parce que le film ne prétend pas que cette blessure n'a jamais existé. Quant à Ariel, elle représente une forme de courage qui n'est pas toujours confortable. Elle ose regarder ce que son monde lui demande d'ignorer. Elle refuse de laisser les définitions des autres devenir les siennes. Mais le film ne glorifie pas chaque aspect de son impulsivité. Ariel apprend dans la douleur que vouloir partir ne dispense pas d'écouter les avertissements, surtout lorsqu'ils viennent de personnes qui connaissent un danger réel. Cette leçon est plus utile que la morale simpliste selon laquelle il faudrait toujours obéir ou toujours se rebeller. Il faut chercher sa propre route
Mais il faut aussi apprendre à reconnaître les personnes qui veulent vous aider et celles qui veulent faire de votre désir une prison. Ce contraste entre prudence et contrôle traverse tout le film. Sébastien est prudent, mais il finit par aider Ariel. Triton veut contrôler, puis apprend à lâcher prise. Ursula prétend aider, mais cherche à contrôler totalement. Eric est curieux, et son ouverture lui permet d'aimer une personne venue d'un monde qu'il ne connaissait pas. Les mêmes gestes, comme avertir, protéger ou offrir une chance, prennent donc des sens très différents selon qu'il respecte ou non la liberté de l'autre. C'est une écriture étonnamment nette pour un récit aussi accessible. Les personnages ne sont pas définis seulement par ce qu'ils veulent, mais par la façon dont ils traitent le désir des autres. La place accordée à l'humour permet à cette réflexion de ne jamais devenir lourde. Les maladresses d'Eureka sur la terre ferme, les réactions paniquées de Polochon, l'exaspération de Sébastien et le sérieux ridicule de Grimsby créent des respirations régulières. Même Ursula, dans ses premières scènes, est drôle avant d'être terrifiante. Ce comique ne dilue pas les enjeux. Il les rend supportables pour un jeune public et donne au film une vivacité que les moments sombres ne cassent jamais complètement. La petite sirène sait quand faire rire, quand chanter et quand laisser la colère ou la peur entrer dans l'image. La durée relativement courte du film, environ 83 minutes, contribue aussi à sa précision. Il y a peu de détours. Chaque chanson, chaque personnage secondaire et chaque lieu sert à pousser Ariel vers un choix ou à compliquer ce choix. L'épave nourrit sa fascination. La grotte révèle son secret. Le naufrage crée le lien avec Eric. L'antre d'Ursula fixe le prix du rêve. Le château humain permet la découverte. Le bateau du mariage organise la trahison. La tempête met à l'épreuve tous les personnages. Cette économie rend l'histoire facile à suivre, mais jamais vide. Le film n'a pas besoin de multiplier les intrigues pour donner l'impression d'un monde complet. La clarté du récit explique également sa grande force de transmission. Un enfant peut comprendre que la méchante a volé la voix de l'héroïne et qu'il faut la récupérer avant le coucher du soleil. Un adulte peut voir derrière ce mécanisme les thèmes de la parole confisquée, de la peur parentale et de l'idéalisation romantique. Les deux lectures ne se contredisent pas. Elles se complètent, comme la surface et les profondeurs que le film passe son temps à relier. C'est souvent le signe des grands films familiaux. Ils ne deviennent pas plus compliqués avec l'âge, ils révèlent simplement des couches que l'on n'était pas prêt à entendre au premier visionnage. La petite sirène laisse donc un héritage qui dépasse son image de classique Disney. C'est un film où l'aventure naît d'une curiosité, où la romance est rendue fragile par le silence, où le pouvoir d'un père doit apprendre à se limiter, et où la plus grande menace ne vient pas d'un monstre marin, mais d'une personne qui sait faire payer les rêves. Le voyage d'Ariel commence sous l'eau, mais son enjeu est universel. Comment quitter une place qui nous étouffe sans se jeter dans les bras de quelqu'un qui profitera de notre départ? Comment aimer une personne qui change sans chercher à l'empêcher de changer? Comment retrouver sa voix après l'avoir donnée à quelqu'un d'autre? En suivant Ariel jusqu'au navire final, le film offre une réponse qui n'est jamais complètement simple, mais qui reste lumineuse. On ne devient pas soi-même en reniant tout ce qui nous a construit. On le devient en apprenant à choisir, en reconnaissant les pièges qui se présentent comme des miracles et en rencontrant des proches capables de nous voir vraiment. Ariel garde son amour pour la mer, Eric accueille l'inconnu, Triton accepte de ne plus tenir seul la direction de sa fille. C'est cette transformation partagée qui donne à la petite sirène son émotion durable. Sous les chansons et les couleurs, il y a une histoire de passage, de perte et de confiance retrouvée. Pour mesurer la précision de cette histoire, il suffit de revenir à l'épave du début. Ariel y pénètre avec Polochon comme une exploratrice, et le requin qui apparaît transforme immédiatement la découverte en danger. Cette séquence pourrait n'être qu'une scène d'action destinée à réveiller le film. Elle fait en réalité beaucoup plus. Ariel ne regarde pas les objets humains depuis une distance confortable. Elle accepte de s'aventurer dans un lieu instable, sombre et déjà habité par une menace. Son attirance pour la surface n'est donc jamais passive. Très tôt, elle associe le désir de savoir à un risque concret. Polochon, lui, réagit comme le public prudent. Il voit le requin, la carcasse du bateau et la nécessité de fuir. Ariel voit aussi la possibilité de trouver quelque chose qui lui manque.
Le trésor qu'elle rapporte de cette expédition est parfois interprété comme un simple signe de consommation ou de curiosité enfantine. C'est plus juste de le voir comme une archive personnelle. Ariel conserve des objets auxquels personne dans son royaume n'accorde de valeur. Leur fonction réelle lui échappe, mais leur existence change sa vision de l'univers. Une fourchette ne vaut rien pour Triton. Elle ne représente qu'un débris venant d'un monde dangereux. Pour Ariel, elle prouve que les humains imaginent d'autres usages, d'autres gestes et peut-être d'autres manières d'être heureux. C'est la logique même d'une collection, donner une place à ce que les autres considèrent comme insignifiant parce qu'on y reconnaît la trace d'une possibilité. La statue d'Éric dans la grotte intensifie cette idée. Après le naufrage, Ariel ne conserve pas seulement l'image d'un beau prince, elle installe dans son refuge le signe d'une personne qu'elle a sauvée et qui a, sans le savoir, confirmé que les humains ne sont pas tous les monstres décrits par son père. La statue est aussi dangereuse, parce qu'elle fige Éric dans une perfection inaccessible. Ariel connaît très peu l'homme réel. Elle aime ce qu'il représente autant que lui-même. Le film ne cache pas cette idéalisation. Il la place au centre du cadre, puis oblige Ariel à rencontrer Éric dans un contexte bien moins élégant, où elle trébuche, mange avec les doigts et ne peut pas parler. Cette rencontre réelle corrige en partie le rêve. Éric se révèle plus drôle, plus patient et plus présent que la statue, mais il n'est plus une figure silencieuse sur un piédestal. Ariel doit apprendre à partager des moments avec lui. Elle le fait par le regard, par l'écoute et par une joie très directe. Le récit suggère donc que l'imaginaire est nécessaire pour franchir une frontière, mais qu'il ne suffit pas pour vivre dans le monde que l'on désire. Il faut ensuite accepter les détails, les maladresses et les différences. Ariel n'abandonne pas son rêve lorsqu'elle rencontre Éric, elle commence enfin à le confronter à la réalité. Le château humain est présenté à travers ce regard neuf. Un spectateur habitué à la terre peut ne pas remarquer la chaleur d'un feu de cheminée, le poids d'une robe, le mouvement d'un cheval ou le bruit d'une calèche. Pour Ariel, chaque élément est extraordinaire. Cette manière de filmer l'ordinaire à travers l'émerveillement d'un personnage est l'un des charmes constants du film. Elle transforme un dîner, une promenade ou une chambre en scène d'aventure. Le monde humain n'est pas rendu merveilleux parce qu'il serait objectivement supérieur au monde marin. Il le devient parce qu'il est vu par quelqu'un qui l'a attendu toute sa vie. Le film fait d'ailleurs le même travail en sens inverse lors du concert sous-marin. Pour Ariel, les performances de ses sœurs et la grandeur de la cour sont des obligations familières. Pour nous, la scène introduit un univers plein de mouvements, de couleurs et de musique. Clémence et Musker placent donc le public dans une position double. Nous pouvons comprendre le plaisir défendu par Sébastien, mais aussi ressentir la fatigue d'Ariel devant un spectacle où tout le monde attend d'elle une place précise. Cette double vision empêche le conflit de devenir simpliste. La mer est splendide, le royaume de Triton mérite d'être protégé. Mais la beauté d'un monde ne justifie pas que l'on y enferme ceux qui rêvent d'ailleurs. L'autorité de Triton s'exprime toujours à travers le trident et cela donne une cohérence symbolique très forte à son évolution. Au début, l'objet est l'extension de sa colère. Il envoie des éclairs, détruit les objets d'Ariel et affirme la frontière entre les espèces. Plus tard, Ursula vole le trident et s'en sert pour faire exploser les mers parce qu'elle ne comprend le pouvoir qu'en termes de domination. À la fin, Triton le récupère et l'emploie pour offrir à Ariel une nouvelle forme de vie. Le même instrument traverse donc 3 usages: punir, conquérir, libérer. Le film ne dit pas que le pouvoir est mauvais, il demande à qui il sert et ce qu'il permet aux autres de devenir. La disparition de la voix d'Ariel possède une autre conséquence que le film exploite avec finesse. Elle inverse le rapport entre apparence et langage. Sous la mer, Ariel peut expliquer ses rêves, mais son père ne les entend pas. Sur Terre, elle est entourée de personnes qui cherchent à l'aider, mais elle ne peut pas expliquer la vérité. Dans les 2 cas, le problème n'est pas seulement de parler. Il faut être écouté. Ursula possède la voix d'Ariel, mais elle ne possède jamais son regard, ses gestes ou ses liens avec ses amis. Éric possède le souvenir de cette voix, mais il ne sait pas d'abord reconnaître la jeune femme réelle. Tous les personnages doivent donc apprendre que l'identité d'Ariel ne tient pas dans un seul signe, même aussi beau qu'une chanson. La séquence du repas avec Éric est plus intelligente qu'elle n'en a l'air.
Ariel utilise la fourchette conformément aux explications fausses d'Eureka, et les invités du château l'observent avec une gêne amusée. Elle pourrait être humiliée. Pourtant, Eric réagit avec une chaleur qui lui permet de continuer à être elle-même. Cette petite scène montre une facette importante de leur relation. Eric ne demande pas à Ariel de maîtriser immédiatement les codes de son monde. Il la trouve étrange, mais il n'essaie pas de la corriger pour la faire entrer dans un modèle. C'est une différence nette avec la stratégie d'Ursula, qui promet la transformation à condition qu'Ariel abandonne son expression propre. Grimsby, le conseiller d'Eric, représente la pression sociale de manière moins hostile que Triton, mais tout aussi reconnaissable. Il veut un héritier, un mariage raisonnable et une continuité pour le royaume. Lorsqu'Eric affirme vouloir épouser la jeune femme de la plage, Grimsby considère ce projet comme insensé parce qu'elle est inconnue. Il n'a pas entièrement tort. Mais son point de vue ne peut pas répondre au manque d'Eric. Là encore, le film met en scène des adultes qui cherchent une sécurité légitime et qui risquent pourtant de traiter les choix des jeunes comme des erreurs à corriger. Eric, comme Ariel, doit trouver une manière de ne pas confondre sa vie avec le plan que d'autres ont dessiné pour lui. Le chien Max ajoute une note très simple, mais utile à cette dynamique. Il ne connaît ni la magie ni le secret d'Ariel, mais il réagit à elle avec enthousiasme. Son instinct est plus fiable que la fascination d'Eric pour Vanessa. Quand il voit la fausse jeune femme, il sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Dans un conte rempli de sortilèges, le film s'autorise ainsi une forme de vérité instinctive. Max ne peut pas prouver l'identité d'Ursula, mais il refuse de se laisser séduire par l'apparence. Cette petite résistance rend le piège moins parfait et prépare l'intervention désordonnée qui fera basculer le mariage. Les murènes Flotsam et Jetsam remplissent le rôle inverse. Elles sont presque toujours ensemble, elles parlent avec une douceur inquiétante et n'ont pas d'identité séparée. Cette absence de singularité les rend particulièrement troublantes. Ursula a une personnalité débordante, des phrases brillantes et un sens du spectacle. Ces murènes, elles, sont le murmure qui précède sa présence. Elles ne débattent jamais avec Ariel. Elles l'orientent. Elles ne lui offrent pas une réflexion. Elles lui offrent une sortie immédiate. Leur lumière jaune dans les ténèbres de la caverne signale que la promesse d'aide est déjà contaminée avant même que la sorcière apparaisse. Le fait qu'Ursula ait été bannie ajoute une dimension intéressante à son désir de revanche. Le film ne détaille pas les circonstances de cet exil, et cette absence est probablement volontaire. Ursula n'a pas besoin d'une justification complète pour être compréhensible comme menace. Elle se définit par sa manière de transformer le ressentiment en programme politique. Elle ne veut pas discuter avec Triton, ni réparer une injustice dont elle aurait été victime. Elle veut lui prendre le royaume en utilisant sa fille. Son objectif n'est pas la liberté, même si elle emploie le vocabulaire de l'aide. Son objectif est de remplacer une autorité par une autorité plus cruelle. Cette opposition entre Ariel et Ursula est souvent réduite à la jeunesse contre l'âge, à la beauté contre la monstruosité ou à l'innocence contre la méchanceté. Une lecture plus féconde les rapproche par leur rapport au désir. Toutes deux refusent une place imposée. Toutes deux sont prêtes à agir pour obtenir autre chose. Mais Ariel cherche à agrandir sa vie, tandis qu'Ursula cherche à réduire celle des autres. Ariel veut traverser une frontière pour découvrir. Ursula veut ériger des contrats afin que personne ne puisse lui échapper. Le film ne condamne donc pas le désir en lui-même. Il montre deux façons radicalement différentes de le poursuivre. Les créatures emprisonnées dans le jardin d'Ursula rendent cette différence visible. Elles sont les traces de promesses antérieures, de personnes qui ont voulu changer quelque chose dans leur vie et qui ont perdu parce que les règles étaient écrites contre elles. Leur présence donne au choix d'Ariel une gravité que la chanson ne peut pas cacher. La sorcière montre littéralement le résultat de ses marchés, mais elle le présente comme une anecdote amusante. C'est l'une des meilleures définitions de la manipulation. Exhiber le danger tout en persuadant la victime qu'elle sera l'exception. Ariel croit pouvoir réussir parce que son amour est sincère. Ursula compte précisément sur cette certitude. Le réalisateur et le studio ont compris que ce type de méchante devait être aussi divertissant que menaçant. Si Ursula n'était qu'effrayante, sa scène avec Ariel serait presque insupportable. Son humour
Son assurance et son sens de la formule créent une attraction. On comprend comment elle peut être persuasive. Elle sait occuper le silence, flatter une inquiétude et donner l'impression d'avoir déjà tout vu. Pat Carroll lui apporte une voix qui passe de la douceur au mépris avec une facilité remarquable. Cette performance a contribué à faire d'Ursula une référence durable parmi les antagonistes de l'animation, précisément parce qu'elle ne se contente pas de vouloir détruire. Elle aime mettre en scène le moment où les autres choisissent leur propre piège. Le dessin animé doit aussi une grande partie de sa force à la clarté de ses silhouettes. Même dans une image chargée de poissons, d'algues et de mouvements, on reconnaît immédiatement Ariel à ses cheveux et à sa queue verte, Triton à sa barbe et à son tride, Sébastien à sa petite forme rouge, Ursula à sa masse noire et violette. Cette lisibilité n'est pas une simplification pauvre. Elle permet à l'animation de communiquer des émotions à grande vitesse, particulièrement dans les scènes musicales où l'image doit rester compréhensible tout en étant très vivante. Le film peut ainsi multiplier les détails sans perdre la ligne principale de l'action. La séquence de Sous l'océan est un exemple presque pédagogique de cette maîtrise. Des dizaines de créatures apparaissent, jouent de coquillages, de squelettes de poissons, de coraux et d'instruments imaginaires. Le spectacle devient de plus en plus extravagant, mais le public ne perd jamais de vue Ariel, Sébastien et la question au cœur de la scène. Les animateurs utilisent le mouvement collectif pour exprimer la pression sociale. Tout un monde semble chanter à Ariel qu'elle devrait rester. La chanson est accueillante, mais elle a aussi quelque chose d'étouffant. Il faut beaucoup de volonté pour continuer à rêver d'ailleurs lorsqu'une communauté entière transforme le lieu où vous vivez en fête permanente. Embrasse-la utilise une logique inverse. Au lieu d'accumuler un grand nombre de personnages visibles, elle construit un cocon autour d'Ariel et Eric. Les animaux deviennent des complices discrets. La musique ralentit, la nuit enveloppe la barque, et le film réduit le monde à la distance infime entre deux visages. La scène pourrait paraître trop simple, mais elle est précisément conçue pour que le public ressente le temps qui manque. Chaque intervention de Flotsam et Jetsam devient alors une frustration immédiate. Ursula ne brise pas seulement un moment romantique. Elle coupe l'accès à la solution que le film a patiemment préparée. Le langage visuel de la surface évolue au fil des 3 jours. D'abord, elle est lumineuse et comique. Ariel tombe, découvre les vêtements, rencontre Eric. Ensuite, elle devient tendre avec la barque, les promenades et la naissance d'une complicité. Enfin, elle devient trompeuse avec Vanessa, le navire de mariage et le soleil qui approche. Cette progression montre que le monde humain n'est ni un paradis ni un enfer. Il est un lieu réel, traversé par la joie, la confusion, le mensonge et le danger. Ariel devait le découvrir. Elle ne pouvait pas le faire en restant cachée dans sa grotte, mais elle ne pouvait pas non plus le découvrir sainement sous l'emprise d'Ursula. Le royaume sous-marin connaît une évolution parallèle. Il commence comme une cour brillante et bien ordonnée. Après la destruction de la grotte, il devient pour Ariel un espace de douleur. Lorsque Triton est capturé, il apparaît comme un royaume privé de son centre. Enfin, il revient au moment du mariage non comme la seule maison possible, mais comme une partie de l'histoire d'Ariel. Le film ne détruit pas l'ancien monde pour faire triompher le nouveau. Il modifie la relation entre eux. Cette décision évite une conclusion trop facile où grandir impliquerait d'abandonner toutes ses origines. Ariel change de lieu de vie, pas de passé. La figure du père est d'ailleurs traitée avec une nuance rare dans un récit aussi concentré. Triton est autoritaire, parfois injuste et aveugle à l'expérience de sa fille. Mais sa colère vient d'une peur identifiable. Il connaît les dangers de la surface et il a perdu quelqu'un qu'il aimait à cause des humains. Le film ne demande pas que l'on approuve son comportement. Il demande que l'on comprenne d'où il vient afin que son évolution ait du sens. Quand il regarde Ariel et Eric à la fin, son visage porte la tristesse de celui qui doit laisser partir, mais aussi la lucidité de celui qui sait qu'empêcher ce départ détruirait plus encore. Cette tristesse rend la dernière transformation plus forte que si elle était seulement joyeuse. Triton ne donne pas à Ariel des jambes parce que le film veut boucler un conte. Il le fait parce qu'il accepte une perte personnelle. Sa fille ne vivra plus quotidiennement dans son palais. Il ne pourra plus la protéger de la même manière. Il choisit néanmoins de la laisser partir.
Dans beaucoup de récits, les parents sont absents pour que les héros puissent agir. Ici, le parent est présent jusqu'au bout et doit apprendre à ne plus décider. Cette reconnaissance de la difficulté de lâcher prise donne au film une profondeur émotionnelle qui dépasse largement son intrigue amoureuse. Le statut de princesse d'Ariel ajoute une pression supplémentaire. Si elle était une simple habitante du royaume, son amour pour Eric serait déjà problématique. En tant que fille du roi, il devient un enjeu d'autorité et d'image pour toute la cour. Triton craint sans doute de perdre sa fille, mais il craint aussi ce que son choix signifie pour la frontière qu'il maintient entre les mers et les humains. C'est pourquoi son opposition paraît si absolue. Ariel ne conteste pas seulement une règle domestique, elle met en question une politique entière fondée sur la séparation. Le final fonctionne parce que le roi accepte que cette politique ne peut pas exiger le sacrifice de son enfant. Le bateau final joue alors un rôle presque diplomatique. Il est le lieu où les habitants de la terre et de la mer se voient sans être en guerre. Les sirènes restent dans l'eau, les humains sur le pont, mais les deux groupes partagent la même célébration. Cette image ne prétend pas résoudre toutes les différences. Elle affirme seulement qu'une frontière n'est pas obligée de devenir une hostilité. Pour Ariel, qui a longtemps observé les bateaux de loin, être debout sur l'un d'eux en présence de son père représente la fin de la clandestinité. Son désir n'est plus une faute à cacher dans une grotte. La place de la comédie dans le final renforce ce sentiment de libération. Avant la tempête, le mariage de Vanessa est interrompu par une succession de gestes absurdes, d'animaux déchaînés et de tentatives de sabotage. Cette agitation pourrait sembler trop légère à côté de l'enjeu dramatique, mais elle correspond à la logique du film. Ariel n'est pas sauvée par une armée de héros parfaits. Elle est aidée par ses amis imparfaits, qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Le désordre devient une forme de résistance contre la perfection artificielle d'Ursula. Vanessa a une voix parfaite, une cérémonie parfaite et un plan parfaitement calculé. Elle perd face à une bande de personnages qui n'exécutent rien proprement, mais qui agissent ensemble. Ce motif de l'aide collective est discret tout au long du récit. Polochon accompagne Ariel dans l'épave. Sébastien cherche à la protéger sur Terre. Eureka lui offre un abri. Max repère la menace de Vanessa. Eric affronte la tempête. Triton renonce à son pouvoir pour sauver sa fille. Aucun de ces gestes ne suffirait seul. Ensemble, ils défont un piège qui semblait impossible à briser. La petite sirène reste un conte centré sur Ariel, mais il ne transforme pas l'indépendance en solitude. Devenir soi-même n'implique pas de refuser toute aide. Cela implique de savoir reconnaître l'aide qui respecte votre liberté. Le film maintient cette idée grâce à son écriture très lisible des désirs. Ariel veut la surface. Eric veut retrouver sa sauveuse et décider de son propre avenir. Triton veut protéger son royaume et sa fille. Sébastien veut éviter une catastrophe. Ursula veut le trident. Lorsque les objectifs sont aussi nets, les scènes peuvent s'enchaîner rapidement sans perdre le spectateur. Chaque rencontre modifie l'équilibre. Le naufrage rapproche Ariel et Eric, la grotte éloigne Ariel et Triton, le contrat renforce Ursula, la barque menace son plan, Vanessa le rétablit, le sacrifice de Triton lui donne le pouvoir et le courage d'Eric le lui retire. L'histoire avance par conséquence plutôt que par hasard. Même l'heure du coucher de soleil ne ressemble pas à un artifice gratuit. Elle représente la limite que le désir d'Ariel avait refusé de regarder. La transformation en humaine lui a donné l'impression de pouvoir tout recommencer. Le temps lui rappelle qu'aucune métamorphose ne suspend les conséquences. Lorsque le soleil disparaît, Ariel ne perd pas parce qu'elle n'a pas assez aimé. Elle perd parce qu'Ursula a organisé les conditions pour qu'aucune sincérité ne puisse suffire. Le film distingue ainsi l'échec personnel d'un système truqué. C'est important parce que cela prépare la nécessité d'affronter Ursula plutôt que de demander à Ariel d'essayer simplement plus fort. La mer agit à la fois comme refuge et comme force indifférente. Elle abrite Ariel, mais elle permet aussi au naufrage de se produire. Elle est magnifique dans les chansons puis terrifiante dans le final. Les vagues ne choisissent pas un camp. Ce sont les personnages qui y projettent leurs peurs et leurs rêves. Pour Ariel, la mer est le lieu d'origine qu'elle aime mais où elle se sent limitée. Pour Triton, c'est un royaume à défendre. Pour Eric, c'est l'espace du voyage et du danger. Pour Ursula, c'est un terrain de conquête.
En faisant de l'océan une présence aussi changeante, le film évite de réduire son décor à une simple carte postale sous-marine. Il est révélateur que la plus grande crise d'Ariel ne se résolve ni totalement sous l'eau, ni totalement sur Terre. Elle se résout dans la tempête, cet espace où les deux mondes se heurtent. Eric navigue sur une épave, Ariel nage parmi les vagues, Ursula manipule les éléments et Triton est captif. La scène est une collision de toutes les forces du récit. Après cette collision, il devient possible d'imaginer un rapport nouveau entre les univers. Le mariage final ne serait pas crédible si le film n'avait pas d'abord montré à quel point la séparation avait produit de la peur, du silence et de la violence. La réception durable de la petite sirène tient donc aussi à cette architecture très solide. On se souvient des chansons, mais elles sont portées par une histoire qui sait exactement où placer chaque émotion. On se souvient d'Ursula, mais elle fonctionne parce qu'elle révèle les erreurs de Triton et les risques du rêve d'Ariel. On se souvient du baiser, mais il compte parce que la voix a été perdue et parce que le temps est compté. Rien n'est isolé. Le film construit des motifs qui se répondent jusqu'au dernier plan. La voix, la mer, les objets, le tride, les frontières, le regard vers le haut. Cette cohérence explique pourquoi le long-métrage a pu devenir un point de référence pour de nombreuses adaptations, suites, spectacles et réinterprétations. L'image d'Ariel est immédiatement reconnaissable, mais son histoire reste assez ouverte pour être relue selon les époques. Certains spectateurs y voient l'appel de l'aventure. D'autres y voient le droit de sortir d'un cadre familial trop étroit. D'autres encore se concentrent sur le prix du silence et sur la manière dont Ursula exploite l'isolement. Une œuvre populaire gagne en force lorsqu'elle supporte ses lectures sans se dissoudre dans une seule d'entre elles. Il faut toutefois résister à la tentation de faire du film un manifeste parfaitement moderne ou, au contraire, une fable dépassée. Son intérêt vient de ses contradictions. Ariel est courageuse, mais elle agit dans la précipitation. Triton aime sa fille, mais il la blesse. Eric est généreux, mais il poursuit une image idéalisée. Ursula semble offrir une solution, mais elle transforme l'autonomie en servitude. Ces contradictions ne sont pas des défauts accidentels. Elles sont ce qui permet au récit de garder une émotion véritable. Personne ne franchit une étape importante de sa vie avec une compréhension parfaite de ce qu'il fait. Regarder La Petite Sirène aujourd'hui, c'est aussi voir un film qui fait confiance à l'expressivité de l'animation. Une main qui hésite, des yeux qui se baissent, une queue qui ralentit dans l'eau ou un sourire qui disparaît peuvent raconter autant qu'un dialogue. Cette confiance est particulièrement visible chez Ariel lorsqu'elle ne peut plus parler. Les animateurs doivent alors porter une grande part de la narration sans la béquille des mots. Le résultat est un personnage qui reste très vivant même dans le silence. C'est une des raisons pour lesquelles la transformation ne la réduit jamais à une simple princesse en attente. Son corps, son regard et ses décisions continuent de raconter son histoire. Les chansons, pour leur part, donnent au film une mémoire immédiate. On peut entendre quelques mesures de Partir là-bas et retrouver l'image de la grotte. On peut entendre le rythme de Sous l'océan et revoir le défilé des créatures marines. Cette association intime entre musique et image est l'une des grandes réussites du cinéma d'animation musicale. Elle fait que l'on ne retient pas simplement des refrains. On retient des situations, des choix et des sensations. La musique devient un raccourci émotionnel vers le récit entier. À ce titre, le film reste un exemple de narration populaire faite avec une réelle conscience de ses mécanismes. Il ne cache pas son désir de divertir. Il veut faire rire, faire chanter, impressionner et émouvoir. Mais il sait que le spectacle a besoin d'un conflit qui touche quelque chose de précis. Ariel ne veut pas vaguement plus. Elle veut atteindre un monde auquel elle est reliée par sa curiosité, son imagination et sa rencontre avec Eric. Triton ne veut pas vaguement la contrôler. Il a peur de la perdre. Ursula ne veut pas vaguement être mauvaise. Elle veut prouver qu'elle peut prendre le pouvoir en retournant les désirs des autres contre eux. Cette précision donne du poids au plaisir. Lorsque le film referme son histoire sur la lumière du matin, il laisse enfin Ariel dans un espace ouvert. Cette ouverture ne signifie pas que l'avenir sera sans difficulté. Elle signifie que le choix a été reconnu. La jeune sirène qui regardait les bateaux depuis les profondeurs peut maintenant regarder l'horizon sans devoir se cacher.
Le roi qui répondait à l'inconnu par la colère peut maintenant voir sa fille traverser cet inconnu. Le prince qui cherchait une voix mystérieuse peut maintenant entendre Ariel parler avec ses propres mots. Et le public comprend pourquoi cette conclusion a gardé une telle puissance. Elle n'efface pas le chemin douloureux qui y mène, elle lui donne un sens. Il reste enfin la question de ce que le film appelle un rêve. Dans beaucoup de récits, le rêve est présenté comme une récompense lointaine. Le héros doit seulement croire assez fort et attendre que le destin se montre généreux. La petite sirène adopte une position plus exigeante. Le rêve d'Ariel lui donne une direction, mais il ne la protège pas. Il la pousse à explorer, à sauver Eric et à regarder au-delà des peurs héritées. Il l'expose aussi à l'impatience, à l'illusion et à une personne qui reconnaît immédiatement la manière de la manipuler. Le désir n'est donc jamais traité comme une garantie morale. Il est une force qui doit apprendre à devenir lucide. Cette lucidité apparaît progressivement chez Ariel. Dans sa grotte, elle imagine la surface à partir de fragments. Chez Ursula, elle accepte une solution avant d'en avoir mesuré les conséquences. Sur Terre, elle découvre que le monde humain est plus étrange, plus drôle et plus compliqué que les récits d'Eureka. Devant Vanessa, elle comprend ce que coûte l'absence de parole. Dans la tempête, elle cesse d'attendre que son rêve se réalise pour elle et lutte pour ce qu'elle aime. À la fin, son bonheur n'est pas seulement d'avoir obtenu des jambes ou un mariage, c'est de ne plus être séparée de sa propre décision par un secret, une dette ou une interdiction. Le parcours d'Eric est plus discret, mais il atteint la même idée. Il croit savoir ce qu'il cherche parce qu'une voix l'a marqué. Puis Ariel entre dans sa vie et lui montre que l'inconnu ne se résume pas à une apparition idéale. Il doit apprendre à regarder au-delà de son obsession, à reconnaître l'affection qui se construit devant lui et à agir lorsque cette affection est menacée. Son dernier geste contre Ursula a d'autant plus de valeur qu'il n'est pas guidé par une certitude magique. Il ne possède pas de trident, il ne connaît pas les règles de la sorcellerie et il ne peut pas respirer sous l'eau. Il choisit tout de même de s'avancer vers le danger. Triton, lui, découvre que l'amour ne se prouve pas par la surveillance. Il a voulu éviter à Ariel une douleur qu'il connaissait peut-être mieux qu'elle. Mais à force de décider pour elle, il a créé la solitude dont Ursula avait besoin. Sa réconciliation avec sa fille ne passe pas par une excuse longuement formulée. Elle passe par une action qui répare le sens de ses actes précédents. Après avoir détruit ce qu'Ariel aimait, il lui rend la possibilité de vivre ce qu'elle aime. Après lui avoir imposé le silence d'une règle, il accepte un avenir qu'il ne peut plus organiser à sa place. Le trident cesse alors d'être une arme de peur pour devenir le signe d'une confiance difficilement gagnée. Ursula reste l'avertissement le plus net du film. Elle ne promet jamais la connaissance ou la patience. Elle promet une réponse immédiate à une douleur réelle. Ces contrats ont l'apparence de la liberté parce qu'ils donnent quelque chose que leurs victimes désirent déjà. Mais ils isolent, retirent une ressource essentielle et transforment le temps en ennemi. La sorcière n'est vaincue que lorsque les personnages cessent d'affronter son piège chacun de leur côté. Ariel, Eric, Triton, Sébastien, Polochon, Eureka et les autres n'ont pas le même pouvoir, mais ils refusent tous de laisser Ursula définir ce qu'Ariel vaut ou ce qu'elle doit devenir. C'est cette alliance qui donne à la petite sirène sa force durable. Ariel gagne le droit de choisir sans perdre sa voix, son passé ni l'amour des siens, tandis que chacun apprend enfin à écouter ce qu'elle veut devenir.